Le 6 août 1945, le monde s'éveilla à une nouvelle réalité terrifiante. Little Boy, la première bombe atomique, explosa au-dessus de Hiroshima, marquant le début d'un sombre nouveau chapitre de l'histoire humaine. 3 jours plus tard, Fat Man détruisait Nagasaki, laissant derrière lui une dévastation indescriptible. À bord du bombardier B-29 Enola Gay se trouvait le colonel Paul Tibbets, qui largua une arme capable d'anéantir une ville entière en quelques secondes. Le président Harry S. Truman la qualifia de « la plus grande chose de l'histoire ». Mais ce qui se passa à ces moments-là dépasse de loin toute notion de grandeur. Au cœur de ces explosions, des centaines de milliers de vies furent instantanément effacées et la souffrance des survivants débuta un cauchemar aux conséquences inimaginables. Comment ces attaques dévastatrices ont-elles affecté les personnes prises dans leur rayon de destruction? Le pari atomique, un tournant décisif de l'histoire. À la fin des années 1920, l'Allemagne se retrouvait piégée dans les ruines d'une économie dévastée par la Première Guerre mondiale. La signature du traité de Versailles en 1919, qui imposait des conditions humiliantes et des réparations exorbitantes, laissait le pays dans un état critique. L'inflation incontrôlée, le chômage massif et l'instabilité sociale croissante créaient le terreau idéal pour l'ascension de mouvements radicaux. Dans ce contexte de désespoir, un leader charismatique émergea pour promettre la restauration de la gloire et de la puissance de l'Allemagne. Adolf Hitler. Avec un discours chargé de ferveur nationaliste et de haine envers les ennemis intérieurs, Hitler parvint à se connecter à une population profondément meurtrie par la défaite et l'appauvrissement. Exploitant la crise, le parti nazi s'affirma, alimentant un climat de haine et de xénophobie qui devint rapidement l'épine dorsale du régime. L'infâme incendie du Reichstag, en 1933, un événement que Hitler utilisa pour accuser les communistes, marqua le début d'une ascension irrésistible vers l'autoritarisme. En 1934, Hitler se proclame Führer, prenant le contrôle absolu du pays et commençant à tracer un chemin vers l'expansion territoriale et la conquête de l'Europe. Alors que Hitler consolidait son pouvoir en Europe, une nouvelle menace commença à émerger à des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis. À Berlin, à la fin de 1938, les scientifiques Otto Hahn et Fritz Strassmann firent une découverte qui allait à jamais changer le cours de l'histoire humaine, la fission nucléaire. Ce phénomène, dans lequel le noyau d'un atome se divise en 2 parties, libérant une quantité énorme d'énergie, ouvrit la porte à la création d'une nouvelle source de puissance destructrice. La possibilité que les nazis maîtrisent cette technologie était terrifiante. Si l'Allemagne dominait la fission nucléaire, elle pourrait développer une bombe atomique capable de détruire des villes entières. La nouvelle de la découverte de la fission nucléaire provoqua une onde de choc dans la communauté scientifique et chez les dirigeants alliés qui craignaient que Hitler n'utilise cette connaissance pour créer des armes de destruction massive. C'est alors que 2 des scientifiques les plus influents de l'époque, Albert Einstein et Léo Szilard, décidèrent d'intervenir. Inquiets du potentiel d'une bombe atomique nazie, ils envoyèrent une lettre au président américain Franklin D. Roosevelt le 2 août 1939, l'avertissant des risques. Dans cette lettre, il l'informait que le phénomène de la fission nucléaire pourrait être utilisé pour fabriquer des bombes de puissance destructrice colossale, incitant Roosevelt à prendre des mesures pour devancer les nazis dans la course à la bombe atomique. Cet acte d'avertissement jeta les bases de ce qui allait devenir plus tard le projet Manhattan, un effort commun de scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada qui conduirait au développement de la première bombe atomique. Cependant, alors que le monde se préparait à une guerre d'une ampleur dévastatrice, les nazis ne restaient pas inactifs. Le pari atomique était lancé et l'ombre d'une nouvelle arme capable de détruire des villes entières commença à planer sur l'Europe. Le projet Manhattan, la course à la bombe atomique. À la fin des années 1930, alors que la Seconde Guerre mondiale menaçait d'engloutir toute civilisation, un projet secret commença à prendre forme aux États-Unis. Ce projet, plus tard connu sous le nom de projet Manhattan, avait un objectif clair et terrifiant: développer la première bombe atomique. Dans un monde où la guerre menaçait de dépasser toutes les frontières de la civilisation, la possibilité que le régime nazi obtienne des armes nucléaires déclencha une course effrénée pour s'assurer que cette menace ne se réalise pas. Le 2 août 1939, les scientifiques Albert Einstein et Léo Szilard envoyèrent une lettre au président Franklin D. Roosevelt, l'avertissant de la capacité de l'Allemagne nazie à produire une bombe atomique.
Ce message urgent devint le catalyseur qui poussa les États-Unis à entreprendre l'une des entreprises scientifiques les plus ambitieuses de l'histoire. Le 6 décembre 1941, juste avant l'attaque de Pearl Harbor, Roosevelt autorisa officiellement le projet Manhattan, un effort colossal pour développer une bombe capable de changer le cours de la guerre. Sous la direction du général Leslie Groves, un homme connu pour sa détermination inflexible, le projet Manhattan s'étendit sur plusieurs sites secrets à travers les États-Unis. Groves non seulement dirigea le projet, mais supervisa aussi la mobilisation de plus de 130 000 personnes, allant des ingénieurs aux techniciens, dans une opération qui coûta près de 2 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 23 milliards de dollars aujourd'hui. Chaque aspect du projet était entouré d'un secret absolu, la mission étant d'éviter toute fuite pouvant compromettre ses progrès. Au cœur du projet, dans le laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, se concentraient certaines des plus brillantes têtes scientifiques du monde. Robert Oppenheimer, un physicien américain de grande renommée, fut choisi pour diriger le laboratoire. Oppenheimer, qui alliait un esprit exceptionnel à un leadership visionnaire, joua un rôle clé dans le développement de la bombe atomique. Les scientifiques de Los Alamos travaillaient sans relâche, affrontant des défis techniques sans précédent tout en tentant de comprendre et d'appliquer les complexités de la physique nucléaire. En plus de Los Alamos, les centres de recherche de Oak Ridge, dans le Tennessee, et de Hanford, dans l'État de Washington, devinrent des épicentres clés de l'effort. Sur ces sites, les scientifiques et techniciens firent face à la tâche monumentale de construire et de perfectionner des réacteurs nucléaires et des installations de séparation des isotopes nécessaires pour alimenter les bombes. Pendant ce temps, le monde continuait de sombrer dans la guerre, et l'horloge du projet Manhattan avançait vers une révélation qui changerait l'histoire à jamais. L'ampleur de l'opération et les sacrifices faits dans les laboratoires secrets reflétaient l'urgence et la grandeur de la mission. Chaque percée scientifique, chaque découverte à Los Alamos, chaque formule mathématique appliquée, rapprochait le monde d'une nouvelle ère de dévastation et de puissance. Ainsi, au cœur du chaos de la Seconde Guerre mondiale, la création de la bombe atomique devint un symbole de la force et de la destructivité de la science face aux ombres de la guerre. Los Alamos, un refuge secret pour les génies. Caché dans le désert isolé du Nouveau-Mexique se trouvait Los Alamos, un centre scientifique secret où certaines des esprits les plus brillants du XXe siècle se sont réunis pour changer le cours de l'histoire. Établi en 1943 sous le nom de projet T-IN, il fut le lieu de naissance du projet Manhattan, destiné au développement de la première bombe atomique. Connu sous le nom de The Hill par ses habitants, Los Alamos n'était pas seulement un centre de recherche, mais une communauté unique de brillants scientifiques travaillant sous une pression extrême pour exploiter le pouvoir de l'atome. À la tête du projet se trouvait J. Robert Oppenheimer, le directeur scientifique dont la vision et le leadership ont guidé l'équipe à travers des temps incertains et turbulents. Oppenheimer, avec son profond intérêt pour la philosophie, la littérature et la poésie, cultivait un environnement propice à l'exploration intellectuelle et à la créativité. Sa personnalité énigmatique et sa capacité à allier des idées complexes avec une approche humaniste ont fait de Los Alamos un lieu où rigueur scientifique et liberté intellectuelle coexistaient. La vie à Los Alamos était un constant contraste entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Isolé du monde extérieur, avec une stricte censure et une communication limitée, les scientifiques menaient des vies oscillant entre la normalité et l'exceptionnel. Pendant leur temps libre, ils trouvaient du réconfort dans des plaisirs simples comme regarder des films, jouer au tennis ou profiter de pique-niques dans le désert aride. Des moments de répit face au poids de leur travail sur une arme de pouvoir inimaginable. Parmi les figures notables de Los Alamos se trouvait Richard Feynman, un physicien brillant et charismatique, connu non seulement pour son génie scientifique, mais aussi pour son sens de l'humour irrévérencieux. La relation de Feynman avec sa femme Arlene, qui luttait contre la tuberculose, ajoutait une dimension profondément humaine à l'environnement sous haute pression. Malgré les circonstances difficiles, Feynman maintenait l'esprit de l'équipe élevée avec ses blagues et ses farces, devenant une figure adorée dont la chaleur et l'esprit allégeaient l'atmosphère. Un autre membre clé était Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel, et l'une des figures fondatrices de la physique nucléaire. La capacité de Fermi à simplifier des concepts scientifiques complexes a été déterminante pour résoudre certains des problèmes les plus ardus du projet. Sa pensée claire et son approche méthodique ont inspiré non seulement ceux qui l'entouraient, mais aussi les générations futures de scientifiques.
Malgré la pression immense et le secret qui entourait leur travail, les scientifiques de Los Alamos ont formé des liens étroits et ont vécu des moments de camaraderie qui les ont aidés à naviguer à travers les défis émotionnels et intellectuels du projet. Chacun d'eux comprenait la gravité de ce qu'ils créaient, une arme capable de changer le monde à jamais. Et bien que leur travail soit entouré de mystères, ils savaient qu'ils écrivaient un nouveau chapitre de l'histoire, un chapitre qui allait non seulement impacter la guerre, mais aussi l'avenir de l'humanité. L'essai Trinity, une nouvelle ère nucléaire. Le 16 juillet 1945, le monde entra dans une nouvelle ère avec la première détonation d'une arme nucléaire lors de l'essai Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique. Supervisé par J. Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet Manhattan, cet essai marquait le début de l'ère atomique. Le nom Trinity, tiré d'un poème de John Donne, symbolisait à la fois le pouvoir explosif et le poids spirituel profond de l'événement. Au fur et à mesure que le compte à rebours commençait, la tension était palpable. Personne ne savait avec certitude ce que l'explosion allait libérer. À zéro, le ciel éclata en une boule de feu aveuglante, sa brillance visible à des kilomètres à la ronde. L'onde de choc qui suivit secoua le désert, laissant les témoins, y compris le physicien Isidore Rabi, dans un silence stupéfait. Rabi comparait l'explosion à la chose la plus proche du jugement dernier qu'on puisse imaginer, car l'ampleur de l'événement devenait évidente. Ce n'était pas seulement une avancée scientifique, mais aussi philosophique, car l'humanité venait de débloquer le pouvoir de détruire à une échelle sans précédent. L'essai révéla également des phénomènes scientifiques stupéfiants. Des températures plus élevées que la surface du Soleil fondirent des métaux, et la force de l'explosion apporta de nouvelles connaissances sur l'énergie atomique. L'essai Trinity changea l'équilibre mondial du pouvoir, signalant le début de l'ère nucléaire, où la destruction massive était désormais possible, tout en ouvrant la voie à des avancées scientifiques révolutionnaires. Il marqua un tournant profond, laissant l'humanité face aux promesses et aux dangers du pouvoir nucléaire. La conférence de Potsdam, des décisions qui changeraient le monde. L'été 1945 marqua un tournant crucial dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, non seulement en termes de progrès militaires, mais aussi par les décisions qui redéfiniraient l'ordre mondial. Du 17 juillet au 2 août, les dirigeants des nations alliées se réunirent au château de Cäcilienhof à Potsdam, en Allemagne. Lors de cette conférence historique, le président américain Harry S. Truman, le premier ministre britannique Winston Churchill, remplacé par Clement Attlee durant les négociations, et le leader soviétique Joseph Staline discutèrent de l'avenir de l'Europe et du monde après la chute du Troisième Reich. Cependant, au milieu des discussions tendues sur l'avenir politique et territorial de la région, une décision se distinguait, l'utilisation de la bombe atomique. La nouvelle selon laquelle le projet Manhattan avait réussi à tester une bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique lors de l'essai Trinity arriva à Truman pendant la conférence. Avec cette information, Truman avait non seulement un nouvel atout de négociation, mais il faisait face à une décision qui changerait à jamais la nature de la guerre. Au fur et à mesure que la conférence de Potsdam avançait, l'option d'utiliser la bombe atomique contre le Japon émergea comme un moyen d'accélérer la fin de la guerre dans le Pacifique en évitant une coûteuse invasion terrestre. Le choix des villes cibles pour la bombe ne fut pas un processus anodin. Il s'agissait d'une décision lourde de responsabilité, car la sélection des cibles devait être minutieusement calculée pour s'assurer que la puissance destructrice de la nouvelle arme soit clairement démontrée. Le comité chargé de définir les cibles comprenait des figures clés telles que le général Leslie Groves et J. Robert Oppenheimer, qui définissaient les critères. Les villes devaient être d'une grande importance stratégique et densément peuplées pour maximiser l'impact visuel et psychologique de la détonation. Après une analyse exhaustive, Hiroshima, Kokura, Nagasaki et Nagata furent choisis comme cibles potentielles. Hiroshima, une ville portuaire du sud-ouest du Japon avec une population d'environ 350 000 habitants, abritait d'importantes installations militaires, y compris des bases militaires et des centres d'approvisionnement. De son côté, Nagasaki, une ville industrielle clé et un port logistique de guerre vital, comptait environ 270 000 habitants. Ces deux villes, stratégiquement situées et avec des zones urbaines denses, furent choisies pour leur capacité à démontrer la portée dévastatrice de la bombe atomique. Parmi celles-ci, Hiroshima et Nagasaki supporteraient finalement le coût humain le plus lourd de l'histoire. La décision d'utiliser la bombe atomique ne fut pas seulement prise pour accélérer la reddition du Japon,
mais aussi pour envoyer un message clair aux Alliés et au monde entier sur la nouvelle ère technologique et militaire qui venait de commencer. Avec Hiroshima et Nagasaki comme première cible de cette puissance destructrice sans précédent, l'humanité entra dans une ère marquée par l'incertitude nucléaire, où la survie de la planète dépendrait de la gestion de ces nouvelles armes létales. La naissance de Little Boy et Fat Man à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, deux des armes les plus destructrices de l'histoire furent développées, modifiant à jamais le cours de l'humanité. Baptisés Little Boy et Fat Man, ces bombes atomiques représentaient le sommet de la science nucléaire, libérant une puissance destructrice inimaginable que même leur créateur ne pouvait pleinement saisir. La création de Little Boy fut un défi monumental. Dirigée par des scientifiques tels que Robert Serber, la bombe était alimentée en uranium-235, un isotope rare et hautement fissile. Le processus pour obtenir suffisamment d'uranium-235 impliquait une diffusion gazeuse complexe à l'usine d'Oak Ridge, dans le Tennessee, et chaque gramme d'uranium-235 pouvait libérer plus d'énergie que 2000 tonnes de TNT. Le design de la bombe était simple, utilisant un mécanisme de type canon, où deux morceaux sous-critiques d'uranium-235 étaient projetés ensemble à l'aide d'explosifs conventionnels, déclenchant une réaction en chaîne nucléaire. La simplicité de la conception contrastait avec sa puissance destructrice immense, capable de tout vaporiser sur son passage en un instant. Parallèlement, une autre équipe à Los Alamos, comprenant des scientifiques comme Richard Feynman et Robert Christie, travailla sur le plus complexe Fat Man. Contrairement à Little Boy, Fat Man reposait sur le plutonium-239, un matériau fissile plus efficace mais plus difficile à manipuler. Sa conception comportait une forme sphérique avec un mécanisme d'implosion concentrique, où des explosifs conventionnels comprimaient le cœur de plutonium en une masse supercritique, produisant une explosion bien plus puissante que celle du design de type canon de Little Boy. Alors que Little Boy était plus simple, Fat Man était plus difficile sur le plan technique en raison des difficultés liées à la manipulation du plutonium et à la précision du timing nécessaire pour l'implosion. Cependant, l'équipe, incluant des physiciens comme Enrico Fermi, surmonta ces défis, créant une bombe d'un pouvoir destructeur bien plus grand. La création de ces deux bombes repoussa les limites de la physique nucléaire et souleva de profondes questions éthiques sur l'utilisation de la science à des fins de guerre. Little Boy, utilisant de l'uranium-235, et Fat Man, utilisant du plutonium-239 et un mécanisme d'implosion, établirent le modèle des futures armes nucléaires. Leur impact fut immédiatement dévastateur, culminant dans les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, marquant la première et unique utilisation d'armes nucléaires en guerre. Hiroshima, la première bombe atomique. Le 6 août 1945, Hiroshima, une ville japonaise jusque-là épargnée par les bombardements incessants de la guerre du Pacifique, devint le théâtre d'un événement qui allait changer le monde. À 8h15, le bombardier B-29 Enola Gay largua la première bombe atomique utilisée en combat, nom de code Little Boy. Ce moment marqua un point de bascule dans l'histoire, divisant le temps en deux époques distinctes, le monde avant et après le pouvoir nucléaire. Hiroshima, avec une population d'environ 350 000 habitants, vivait son quotidien habituel ce matin-là. Bien qu'une alerte aérienne ait été émise à 7h09, elle fut rapidement levée et la vie reprit son cours normal. Cependant, à 8h15 précisément, un flash aveuglant, plus brillant que le soleil, éclata, suivi d'une explosion si forte qu'elle sembla déchirer l'air lui-même. L'explosion libéra la puissance de la fission nucléaire, un phénomène développé pendant des années par les scientifiques du projet Manhattan. À l'épicentre, les températures atteignirent des millions de degrés, vaporisant instantanément tout dans un rayon immédiat, bâtiments, véhicules, arbres et personnes. Plus loin, les structures furent déchirées par l'onde de choc et la ville fut enveloppée d'une couche de poussière et de destruction, transformée en un champ de ruines. Un champignon atomique s'éleva dans le ciel, symbolisant pour toujours l'aube de l'ère nucléaire. En quelques secondes, Hiroshima fut réduite au silence et à la ruine. Ceux qui se trouvaient près de l'explosion furent instantanément vaporisés, tandis que ceux qui étaient plus éloignés souffrirent de brûlures graves causées par les radiations. Des ombres humaines furent imprimées sur le béton et le métal, des rappels hantants de la force terrifiante libérée ce jour-là.
À bord de l'Enola Gay, le copilote Robert Lewis nota son choc dans son journal, observant la destruction inimaginable depuis les airs. L'impact immédiat de l'explosion fut dévastateur, les radiations affectant tout sur leur passage. Alors que les survivants titubaient à travers les décombres, ils découvrent des milliers de blessés, beaucoup souffrant de brûlures sévères et de maladies dues aux radiations. Hiroshima, autrefois une ville prospère, fut réduite à des ruines couvertes de poussière radioactive. Ce moment de l'histoire ne changea pas seulement la vie des habitants d'Hiroshima, il altéra le cours de la Seconde Guerre mondiale. La décision d'utiliser la bombe atomique ne fut pas seulement un acte de destruction, mais aussi un message au monde entier sur le pouvoir que l'humanité venait de déverrouiller. Le nom d'Hiroshima devint à jamais associé à la fois à la dévastation qu'elle endura et au symbole du pouvoir scientifique transformé en arme de guerre. Les effets à long terme des radiations continuèrent d'affecter les survivants pendant des décennies, rappelant constamment l'impact profond de cet événement sur l'équilibre mondial des pouvoirs. Nagasaki, la seconde bombe atomique. Le 9 août 1945, 3 jours après l'attaque dévastatrice sur Hiroshima, le monde fut témoin d'une répétition de la tragédie, cette fois à Nagasaki. La cible initiale de ce second bombardement était Kokura, mais un épais voile de nuages et de fumée couvrant la ville empêcha la mission d'être menée à bien. Ainsi, le destin sombre d'être la seconde victime tomba sur Nagasaki, une ville qui, bien qu'étant un centre industriel majeur, avait une géographie montagneuse entraînant un type de destruction différent. À 11h02, le bombardier B-29 Boxcar, sous le commandement du major Charles W. Sweeney, se positionna au-dessus de Nagasaki. À bord se trouvait Fat Man, une bombe au plutonium bien plus puissante que Little Boy, qui avait détruit Hiroshima 3 jours plus tôt. Contrairement à Hiroshima, où l'objectif était d'anéantir la ville entière, Nagasaki fut bombardé dans un terrain montagneux, ce qui résulta en une destruction légèrement plus contenue, bien que toujours catastrophique. Avec un rugissement assourdissant, la bombe fut larguée par le Boxcar et explosa à environ 500 mètres au-dessus de la ville, créant une boule de feu aveuglante et un champignon atomique qui monta rapidement dans les airs. En quelques secondes, un tiers de Nagasaki fut rayé de la carte et les flammes consumèrent tout sur leur passage. L'explosion tua instantanément environ 40 000 personnes, tandis que le bilan final, incluant ceux qui succombèrent à leurs blessures et aux radiations, dépassa les 70 000 morts. La géographie de Nagasaki, entourée de montagnes, concentra l'onde de choc dans une zone plus restreinte comparée à Hiroshima, limitant l'étendue de la destruction. Cependant, les conséquences furent tout aussi dévastatrices. Les usines de construction navale et les installations militaires, principales cibles de l'attaque, furent réduites en cendres, mais la ville abritait également une importante communauté chrétienne. La cathédrale d'Urakami, la plus grande église catholique d'Orient, fut détruite dans l'explosion, emportant avec elle un important centre culturel et religieux. Parmi les ruines émergèrent des récits de survivants, comme celui du docteur Takashi Nagi, un radiologue catholique qui, malgré une exposition à des doses mortelles de radiation, survécut à l'attaque. La tragédie de Nagasaki, comme celle d'Hiroshima, devint une histoire de souffrance humaine, mais aussi de résilience. Dans les jours qui suivirent, les survivants affrontèrent non seulement les conséquences physiques immédiates, mais aussi les effets à long terme de l'exposition aux radiations. Nagasaki et Hiroshima, bien que différentes par leur géographie et la nature de leur destruction, partagent une caractéristique fondamentale. Ces deux villes furent témoins du pouvoir incontrôlé de la technologie nucléaire, une force capable de modifier irrévocablement le cours de l'histoire humaine. Alors que les échos de l'explosion s'estompaient et que les victimes étaient enterrées, le monde changea pour toujours. Les chroniques des Hibakusha. Après la dévastation qui marqua à jamais Hiroshima et Nagasaki, un groupe émergea dont les témoignages deviendraient essentiels pour comprendre la tragédie nucléaire, les Hibakusha. Ce terme japonais, signifiant littéralement « survivants de la bombe », désigne ceux qui, après les bombardements atomiques de 1945, ont survécu pour partager leurs récits poignants de souffrance, de résistance et de perte. Leurs voix, souvent remplies de douleur mais empreintes d'une force indomptable, devinrent des rappels vivants de la catastrophe et un avertissement pour les générations futures. L'une des histoires les plus bouleversantes est celle de Sadako Sasaki, une fillette de 2 ans qui vivait à seulement 1,6 km de l'épicentre de l'explosion d'Hiroshima. Après l'explosion de Little Boy, Sadako fut violemment projetée de sa maison, mais survécut miraculeusement sans blessures apparentes. Cependant, des années plus tard, les effets insidieux des radiations commencèrent à se manifester. À l'âge de 11 ans,
Sadako fut diagnostiquée avec une leucémie, une maladie directement liée à l'exposition aux radiations de la bombe atomique. Pendant ces derniers jours, Sadako s'accrocha à une vieille légende japonaise. Si quelqu'un pliait 1000 grues en papier, un vœu se réaliserait. Elle entreprit cette tâche dans l'espoir de survivre, mais mourut en 1955 avant d'atteindre son objectif. Lors de ses funérailles, ses camarades de classe complétèrent les 1000 grues et l'histoire poignante de Sadako devint un symbole mondial de la paix. Le monument de la paix des enfants à Hiroshima, dédié à sa mémoire, est devenu un lieu de pèlerinage où des milliers de grues en papier provenant du monde entier sont offertes chaque année en hommage à sa vie et au désir d'un monde sans armes nucléaires. Une autre histoire est celle de Sumiteru Taniguchi, qui illustre la force humaine face à la tragédie nucléaire. En 1945, Taniguchi n'avait que 16 ans et travaillait comme facteur à Nagasaki. Lorsque Fatman fut largué sur la ville, il se trouvait à environ 3 km de l'épicentre. L'explosion le frappa de plein fouet, causant de graves brûlures au dos et au bras gauche. Malgré la gravité de ses blessures, Taniguchi survécut et consacra sa vie à rappeler aux générations futures les horreurs de la guerre nucléaire. Pendant les 2 années qui suivirent l'explosion, Taniguchi vécut dans une douleur physique constante, subissant de douloureux traitements tout en luttant pour maintenir sa santé. Sa détermination et son témoignage firent de lui l'une des voix les plus importantes parmi les Hibakusha, partageant son expérience avec le monde afin de garantir que les générations futures comprennent l'horreur et la dévastation que peuvent provoquer les armes nucléaires. Les histoires de Sadako, Sumiteru et de nombreux autres Hibakusha continuent d'être essentielles pour comprendre non seulement l'impact physique et émotionnel des bombardements atomiques, mais aussi la douleur profonde de vivre dans un monde où la peur de la destruction nucléaire reste une menace constante. Les Hibakusha ne sont pas seulement des témoins du passé, mais, en partageant leurs récits, ils continuent de façonner le présent, enseignant les effets dévastateurs de la guerre et l'importance de la paix. À travers leur voix, l'humanité continue d'apprendre les leçons les plus profondes de l'histoire d'Hiroshima et de Nagasaki, non seulement la souffrance que la guerre inflige, mais aussi la résilience humaine, le désir de paix et l'espoir d'un avenir sans armes nucléaires. Les générations futures ont la responsabilité d'écouter ces voix et de tout mettre en œuvre pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les Hibakusha, avec leur douleur et leur courage, demeurent les gardiens de cette mémoire. Die Echos der atomaren Verwüstung. Als das ohrenbetäubende Dröhnen der Atombomben einem unheimlichen Schweigen wich, Hiroshima und Nagasaki zu Symbolen eines erschütternden Kapitels der Menschheitsgeschichte. Die unmittelbaren Auswirkungen der Bomben waren katastrophal. Doch die langfristigen Folgen erwiesen sich als noch heimlicher, hinterließen an den Körpern und Seelen der Überlebenden Bleiben. Das Leid und die Zerstörung des Atomzeitalters hinterließen ein schmerzhaftes Erbe, das in den physischen und emotionalen Narben derer, die es überlebten. Am Morgen des 6. August 1945 hatte Hiroshima wie jede andere Stadt. Das Leben ging wie gewohnt weiter, ohne dass es bald mit den Schreck moderner Kriegsführung konfrontiert sein würde. Um 8:15 Uhr wurde von einem blendenden Blitz zerrissen, gefolgt von einer explosiven Schocke. Die erste Atombombe, Little Boy, vernichtete alles in ihrem Umkreis. Die Menschen im Epizentrum wurden sofort verdampft, es blieb nur noch Zerstörung. Die Hitze so intensiv, dass Überlebende weiter entfernt schwere Verletzungen erlitten, dabei schmolz die Haut und die Augen durch die Strahlung verbrannt. Dr. Michihiko Hata, Überlebender, beschrieb, wie er Züge gespenstisch Gestalten sah, Menschen, die für immer von der Explosion entstellt waren und in unvorstellbarem Schmerz durch die Straße murmelten. Die Schrecken von Hiroshima beschränkten sich jedoch nicht nur auf die unmittelbaren Folgen. Die langfristigen Auswirkungen waren noch verheerender. Hibakusha, die Überlebenden, sahen sich nicht nur mit körperlichen Verbrennungen und Strahlung konfrontiert, sondern auch dem psychischen Trauma, das durch dieses Albtraums hinterließ. Viele litten unter Erschöpfung und emotionalem Stress, gequält von der Erinnerung an die Katastrophe. In den folgenden Jahren nahmen strahlenbedingte Krankheiten, darunter Leukämie und verschiedene Krebserkrankungen, zahlreiche Leben, wobei die Überlebenden über Jahrzehnten hinweg körperliche Schmerzlust ertragen mussten. Nur 3 Tage später, am 9. August 1945, traf die zweite Fat Man Nagasaki. Obwohl sie eine stärkere Waffe als Little Boy war, begrenzte die gebirgige Geografie der Stadt die physische Reichweite der Bombe. Dennoch Fat Man, immense Zerstörung, tötete etwa 40.000 Menschen sofort und Tausende weitere starben in den darauffolgenden Tagen an Strahlung.
Trotz der etwas geringeren physischen Schäden war der menschliche Tribut gewaltig und Nagasaki erlebte die gleichen schmerzhaften Konsequenzen wie Hiroshima. Mitten in der Verwüstung entstanden Geschichten von Überleben und Widerstandsfähigkeit. Ein bemerkenswerter Überlebender war Dr. Takinagi, ein katholischer Radiologe, der den Einschlag trotz tödlicher Schallendosen überlebte. Sein Überleben zusammen mit den Geschichten anderer Hibakusha symbolisierte die Widerstandskraft des menschlichen Geistes, selbst angesichts unvorstellbaren Leids. Ihre Erfahrungen wurden zu wichtigen Zeugnissen, die nicht nur von der physischen Zerstörung, sondern der tiefen psychologischen und emotionalen Belastung berichteten, die den Überlebenden hinterließen. Für die Hibakusha war die bleibendste Auswirkung der Bombenangriffe das Leid, das folgte. Überlebende lebten den Narben von Strahlenverbrennungen, der ständigen Bedrohung durch Krebs und dem Schmerz über den Verlust geliebter Menschen. Doch in ihrem Leid wurden sie auch zu Zeugen. Ihre Stimmen erhoben sich, um die Welt an die Schrecken des nuklearen Krieges zu... L'héritage de la radiation, un impact immortel. Les explosions qui ont marqué Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 ne furent pas seulement le début d'une dévastation immédiate, mais le commencement d'un sombre héritage qui perdure encore aujourd'hui, des décennies plus tard. Les radiations libérées par les bombes atomiques se propagèrent au-delà des limites des villes, affectant l'air, la terre et les corps humains de manière qui persiste encore. Ce phénomène invisible, un nuage radioactif qui ne faisait aucune distinction, s'infiltra dans l'environnement, transformant non seulement le paysage physique, mais aussi la structure même de la vie dans la région. Les radiations ne ravagèrent pas uniquement les villes, mais laissèrent aussi une trace dans la nature. Telles une ombre qui s'étend lentement, leurs effets se firent sentir sur la flore et la faune locale. Les arbres, qui symbolisaient autrefois la vie à Hiroshima et Nagasaki, se fanèrent, leurs troncs noircis et leurs feuilles tombées, témoignage de la violence des radiations. Certains animaux, tels que le rat de riz Oromis quasi, disparurent complètement, tandis que d'autres subirent des mutations irréparables, affectant la biodiversité de la région pendant des générations. Cette catastrophe écologique ne se résuma pas à un chapitre isolé. Ses effets se perpétuèrent dans la génétique et la survie des espèces. Pour les survivants, appelés Hibakusha, la souffrance ne s'arrêta pas à l'impact initial des bombes. Les premiers jours après l'explosion furent remplis de morts instantanées, mais les suites des radiations entraînèrent des maladies et des conditions qui continuèrent de dévaster les survivants pendant des années. La leucémie, le cancer et d'autres maladies induites par les radiations firent d'innombrables victimes au fil des décennies. Ce qui était le plus sombre, c'est que non seulement les Hibakusha faisaient face aux conséquences, les craintes initiales concernant les défauts génétiques qui pourraient se transmettre aux générations futures furent alimentées par l'anxiété, mais dans de nombreux cas, ces craintes se révélèrent justifiées. Bien que des malformations congénitales à grande échelle ne se soient pas produites, la malédiction atomique continua de hanter les familles affectées. Les enfants et petits-enfants des survivants affrontèrent des taux plus élevés de cancer et d'autres troubles liés aux radiations, héritant indirectement du poids de cette tragédie. L'impact des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki s'étendit bien au-delà du Japon, modifiant le cours de l'histoire mondiale. Ces événements marquèrent le début de l'ère nucléaire, une ère qui suscita une peur constante d'une guerre mondiale de destruction massive. La vision des conséquences des radiations laissa une empreinte indélébile dans la conscience collective de l'humanité, motivant la création de mouvements mondiaux pour le désarmement nucléaire et conduisant à la signature d'accords internationaux pour empêcher l'usage des armes atomiques. Les horreurs vécues dans ces deux villes ne furent pas seulement une tragédie nationale, mais un tournant dans l'histoire de l'humanité. Hiroshima et Nagasaki devinrent des symboles de la puissance destructrice que l'homme avait libérée contre lui-même. Ces tragédies firent émerger une nouvelle prise de conscience des dangers des armes nucléaires et du potentiel de dévastation mondiale. Aujourd'hui, les leçons d'Hiroshima et de Nagasaki continuent de résonner dans les discussions mondiales sur l'utilisation de l'énergie nucléaire, tant pour la production d'énergie que pour la défense militaire. L'héritage de la radiation et de ses effets collatéraux reste un sujet brûlant dans la politique et la diplomatie mondiale. Bien que de nombreux pays aient renoncé à l'utilisation des armes nucléaires, la menace persiste. Les survivants et leurs descendants continuent de porter la marque de ce jour-là, tandis que le monde continue de chercher un équilibre entre progrès technologique et responsabilité éthique. L'impact des radiations n'est pas quelque chose que l'on peut facilement effacer de la mémoire collective. Chaque année, des cérémonies sont organisées à Hiroshima et Nagasaki pour se souvenir des victimes et renforcer l'engagement mondial en faveur de la paix.
Les cicatrices des radiations ne sont pas seulement physiques, mais profondément émotionnelles et psychologiques, laissant un écho persistant qui résonne à travers les générations.